BMW M3 E30. Evo 1, Evo 2, Evo 3, Cecotto, Ravaglia. Laquelle choisir? Je sais pas. Bon, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la BMW M3 E30. Alors attention, ça ne sera pas une vidéo habituelle où on va survoler la M3 E30. Non, ce que je veux faire, c'est vraiment un guide d'achat. Et donc, il y aura pas mal de détails qui seront donnés. Si jamais vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Donc, c'est parti pour détailler la BMW M3 E30. Pourquoi la BMW M3 E30 est si performante sur nos routes? Eh bien, la réponse est simple. Elle a été créée pour la piste et ensuite adaptée à nos routes. C'est ce qui lui donne une histoire un peu particulière par rapport à ses petites sœurs qui ont suivi par la suite, car elle a d'abord été conceptualisée pour rouler en piste et puis elle a été modifiée pour pouvoir rouler sur nos routes de tous les jours. C'est ce qui est génial, c'est qu'on ressent malgré tout sur ces voitures qui ne sont plus coursifiées, ce châssis vraiment très pointu qui caractérise vraiment la BMW M3 E30. Et si vous aimez vraiment prendre des cols de montagne avec une voiture, je vous conseille la M3 E30. C'est vraiment un châssis génial pour ça. Donc voilà la petite histoire de la M3 E30. Elle a d'abord été créée pour la piste, pour ensuite être, je vais dire, assagie pour pouvoir être accueillie sur nos routes. Et c'était juste dans le but de l'homologation. Et ça se ressent vraiment dans la conduite, même dans une voiture de route. Durant sa production, qui s'est déroulée entre mars 86 et mars 90 pour les modèles coupés, la M3 E30 n'est pas restée figée. Car il faut savoir qu'au niveau du règlement Groupe A, encore une fois, chaque pièce que BMW voulait améliorer, il devait d'abord l'homologuer pour la route. Ce qui nous a donné des séries spéciales qui portent des évolutions. Il y a l'évolution 1, l'évolution 2, la Sport Evolution ou Evolution 3 comme on peut l'appeler également. Mais il y a eu d'autres aussi séries spéciales qui ont émergé durant la vie de la M3. Et toutes ces séries n'avaient qu'un seul but, c'était homologuer les nouvelles pièces qui permettaient d'augmenter la performance des voitures en compétition. Donc, c'est ça qui est assez gai avec la M3 E30, c'est qu'elle n'est pas restée figée. Maintenant, ça, dans l'achat, voilà, il faut voir un petit peu ce que vous recherchez, quel est votre budget. Et c'est un peu le but de cette vidéo et des vidéos qui vont suivre, parce que là, je vais rester dans la M3 E30 généralisée. Et ensuite, je vais faire des vidéos par séries spéciales qui sont apparues. Et il faut savoir également que la M3 E30 a été déclinée en cabriolet, donc ce ne sont pas des voitures modifiées. BMW a bien fait un cabriolet avec sa M3 E30. Donc, on continue l'évolution de la M3 E30. Donc vraiment, la première chose, c'est que la M3 E30 partage, d'après ce que je lis, uniquement le capot avec la série 330 classique. Bon, on peut y voir aussi, on parle du toit et des portes. Je peux l'entendre également parce que les portes, mis à part les moulures qui ne sont pas les moulures protectrices qui sont placées latéralement sur les E30, ne sont pas présentes sur la M3. Donc pour moi, je pense qu'effectivement, les portes, ça paraît cohérent également que les portes soient identiques aux E30 classiques avec une petite modification où il n'y a plus les trous pour mettre la latte latérale. Au niveau du toit, ça me paraît cohérent également. Pour ce qui est du reste, les ailes avant sont spécifiques, les ailes arrière également, les pare-chocs avant et arrière sont spécifiques, la lunette arrière a changé d'inclinaison pour gagner en CX, la malle du coffre est également rehaussée, je n'ai plus le chiffre en tête, mais ça je peux regarder par la suite, un béquet spécifique, donc ça c'est vraiment d'un point de vue esthétique, et ça a permis de descendre le CX de 0, attendez, je vérifie, je pense, c'est de 0,30. Que je vous dise pas de bêtises, voilà. On était à un CX, donc un coefficient de traînée de 0,38. Et avec toutes les modifications, ils sont passés à 0,33.
Donc voilà, ça c'est principalement les différences esthétiques. Alors au niveau des roues, la voiture était livrée en 15 pouces, nid d'abeille, et il était possible d'avoir ce même style de jantes en 16 pouces. Voilà en gros, oui, aussi toutes les BMW M330 ont une antenne sur le toit et non pas à la malle arrière comme les E30 coupés classiques. Ah oui, chose très importante qui diffère entre une M3 E30 et une série 3 E30, c'est que le pare-brise avant et la lunette arrière sont collés pour la rigidité. Lors de sa sortie, tout le monde attendait un 6 cylindres sous le capot de la M3 E30. Eh bien non, les ingénieurs ont décidé de placer un 4 cylindres pour une raison très simple, c'était la répartition des masses. Ça leur a permis d'avoir une répartition de 50% à l'avant, 50% à l'arrière, ce qui la rend redoutable encore aujourd'hui en rallye historique et sur les routes de tous les jours. Ce 4 cylindres est d'une cylindrée de 2302 cm3 avec des variations de puissance. Donc il passe 195 chevaux, 200 chevaux, 215 chevaux, 220 chevaux, suivant les générations et les évolutions et suivant s'il est catalysé ou non. Alors, ce moteur est dérivé du bloc M10 sur lequel ils ont greffé la culasse du moteur M88 utilisé sur les M1. Ils ont simplement coupé 2 cylindres. Ils ont retravaillé les conduits d'échappement et d'admission. Ils ont poli les conduites. Il est doté d'un vilebrequin à 8 contrepoids. L'admission d'air est répartie par 4 papillons individuels. Ce qui caractérise vraiment ce moteur, c'est qu'il n'a pas vraiment sa puissance à bas régime, mais tout est en haut régime. Donc vous avez vraiment une montée, et puis c'est parti. Donc c'est vraiment très caractéristique de ce moteur nommé S14. Je trouve pas. Mince, il n'y a personne qui vend une courroie de distribution pour une M3. Je trouve pas. Ah, attends. Le moteur S14 de la M3 E30, sa distribution est faite par une chaîne. Il n'y a pas d'entretien à faire. Wouhou! La M3 E30, c'est un carburateur, une injection mécanique ou une injection électronique? Une injection électronique. Salut Vincent, je viens de regarder ta vidéo, mais j'ai remarqué que tu n'avais pas parlé que le vilebrequin avait 5 paliers également, et que c'était un moteur qui était en 16 soupapes avec 2 arbres à cam, un pour l'échappement, un pour l'admission, et que les soupapes doivent être réglées, car il n'y a pas de poussoir hydraulique. Ce sont des pastilles qu'il faut faire régulièrement lors des entretiens. Du côté de la transmission, la propulsion se fait uniquement sur les roues arrière. Il n'y a pas de cadre motrice ni de traction, uniquement les roues arrière, via une boîte de vitesse à 5 rapports, avec la première en bas à gauche. Donc ça, c'est assez spécifique à la M330. Il y a une spécificité qui est prévue, qui est sur les véhicules américains, mais ça j'en parlerai plus tard. Tout ce qui est M330 européen a cette fameuse boîte de vitesse avec la première en bas, qui est génial, franchement, et on s'y habitue très très vite. La marche arrière est synchronisée, donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, il y a vraiment très peu de temps. C'est pas moi qui le dis, c'est BMW. J'ai jamais testé, honnêtement, j'ai pas envie d'essayer, mais a priori la marche arrière est synchronisée. Et la transmission se termine via un pont autobloquant à 25% et qui a un ratio de 3,25 au niveau du rapport de pont. Ne perdez pas de temps à chercher une M3 E30 en boîte automatique, ça n'existe pas. Donc si je peux déjà vous faire gagner du temps, ne passez pas votre temps. Une boîte automatique sur une M3 E30, ça n'existe pas. Voilà ce qui est pour la transmission de la M3 E30. Petite précision au niveau de la commande d'embrayage, elle est hydraulique. Donc vous avez un mètre cylindre au niveau de la pédale d'embrayage et un cylindre récepteur au niveau de la boîte de vitesse. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour comment purger votre système d'embrayage. Au niveau des trains roulants, on est comme sur une série 3E30 classique. Si vous levez une M3E30 et une série 3E30,
l'une à côté de l'autre. Vous n'allez pas voir de choses flagrantes au niveau architecture qui va différer entre les deux. On est chacune sur des McPherson à l'avant, train semi-tiré à l'arrière. Vraiment, les grosses différences sur la M330, vous allez voir, c'est les cylinder blocks qui peuvent être différents. Elle a une suspension rabaissée de 0,6 mm, des ressorts d'amortisseurs plus gros, des barres stabilisatrices plus grosses. Elle a une direction plus courte, mais également plus ferme au niveau de la sensation. Et qui va varier en fonction de la vitesse également. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui, en 88, il y avait l'option suspension réglable. Vous aviez l'option confort, normal, sport. Bon, maintenant, c'est pas quelque chose que moi je rechercherais, mais maintenant, c'est vrai que ça peut être sympa d'avoir cette option-là. Si c'est un peu plus rare, donc ça peut être sympa. Donc, je peux comprendre qu'on recherche cette option-là. Personnellement, c'est pas quelque chose que je rechercherais. Donc voilà, il y a certainement d'autres choses à dire. Bah oui, genre la géométrie a été forcément retravaillée, elle a des voies plus élargies. Maintenant, il y a certainement beaucoup plus de spécificités qu'on peut dire, mais ça, il faut faire des recherches plus approfondies. Et si vous les connaissez, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Les freins. Ah, on adore parler des freins des M3. Hein. Eh ben, celle-ci ne déroge pas à la règle, mais ces freins sont quand même assez efficaces. C'est pas comme ces grandes sœurs qui ont pris du poids. On est sur 4 freins à disque, des mâchoires flottantes, des disques ventilés à l'avant et des disques pleins à l'arrière. Et le frein à main, lui, est englobé dans le disque arrière avec un petit tambour au niveau du moyeu. Voilà, toutes les M330 sont équipées d'un ABS. Rien de particulier à dire là-dessus. Au niveau de l'intérieur, toutes les M330 ont des sièges baquets. Le volant MTEC 1 ou le volant MTEC 2, suivant l'année de production. La banquette arrière est en 2 places et non pas en 3 places, comme sur les E30 classiques. Donc on peut avoir l'intérieur tissu ou cuir. Des intérieurs spécifiques vont également avec les séries spéciales. Le ciel de toit est noir, le combiné d'instruments est différent, il a des aiguilles rouges, il a le logo M au centre et la jauge de consommation sur le E30 a été remplacée par une jauge de température d'huile. Pour le reste, on retrouve vraiment l'intérieur assez classique d'une E30. Pas vraiment de grosses modifications à ce niveau-là, c'est resté très sobre. Limite, les sièges sont quasiment identiques. Je pense j'avais déjà lu ça, qu'il y avait une sorte de couture qui était différente par rapport aux E30 classiques. Mais j'ai jamais vérifié honnêtement, mais j'ai déjà lu ça quelque part. Est-ce que j'oublie quelque chose au niveau de l'intérieur? Non, je pense pas comme ça. Je vois rien de spécial au niveau de l'intérieur comme ça. Non, je pense qu'en gros, c'est vraiment ça. J'ai oublié quelque chose concernant l'intérieur. Donc, elles ont toutes un pommeau de vitesse en cuir et soufflet de levier de vitesse en cuir. Mais également, le soufflet du frein à main est en cuir, comparé à une E30 classique qui est en plastique. Voilà, ça c'est la petite chose que j'avais oubliée, qui était spécifique à la M330. Au niveau de l'intérieur, question-réponse, c'est parti. Question numéro 1. Sur quelle période la M330 a été produite? Elle a été produite entre 1986 et 1991. Question numéro 2. À combien d'exemplaires a été produite la M330? 17 970 exemplaires. Question 3. La M3E30 est-elle équipée d'un catalyseur? Oui et non. Ça dépend des versions. Donc, il y a effectivement des versions qui étaient catalysées, des versions qui étaient non catalysées. Par exemple, une version catalysée est à 195 chevaux et il peut avoir la même version non catalysée en 200 chevaux. Idem, il peut avoir une version catalysée en 215 chevaux et la version de ce même moteur décatalysée en 220 chevaux. Question 4. Le numéro de châssis d'une M330 commence toujours par WBS. Je dirais oui, mais j'ai trouvé quelque part dans un article quelque chose qui était opposé. Donc, a priori, les 164 premiers modèles non catalysés
sont sortis avec le début de châssis WBA. Et au niveau des Sport Evolution, les 208 premières auraient été également reçu le numéro de châssis qui commençait par WBA. Maintenant, je serais curieux de voir, à confirmer ça, mais j'ai aucune confirmation de ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un article. Donc à voir, donc la plupart sont WBS, mais a priori certaines pourraient être en WBA. Là, j'y mets un peu des pincettes, je ne sais pas vous le confirmer à 100%. Question 5. En quelle année les phares phase 1 ont été remplacés par les phares phase 2? Eh bien, c'est à partir de la production de septembre 87. Question 6. À partir de quel moment les bras de suspension avant sont devenus en aluminium? À partir de juin 89. Question 7. Sur les moteurs 215 chevaux, à combien de tours minute arrive la puissance maximale? À 6750 tours par minute. Question 8. Quel est le couple moteur du 215 chevaux? 230 Nm à 4600 tours par minute. Question 9. Est-ce que la boîte à air en carbone est d'origine? Non, c'est quelque chose qu'on a placé par la suite, mais qui donne un son extraordinaire, soit disant en passant. Question 10. Est-ce que les M3E30 ont les contours de vitre chromés? Non, elles ont toutes les contours de vitre latérales en noir, donc qu'on appelle Shadowline. Question 11. La M3E30 a-t-elle un réservoir de carburant supplémentaire? Oui, il est placé dans le coffre derrière la banquette arrière et a une contenance totale de 70 litres. Question 12. À partir de quel moment les M3E30 ont été équipés du volant MTEC 2? À partir de la production septembre 89. Question 13. Est-ce que les clignoteurs avant de la M3E30 lui sont uniques? Oui, ils ne sont pas identiques aux E30 classiques. Question 14. Est-ce que les M3E30 ont un viscocoupleur pour le refroidissement? Oui et non. Donc la plupart n'ont pas de viscocoupleur supplémentaire, mais dans certaines régions, certaines M3 étaient équipées d'un viscocoupleur en plus du ventilateur électrique pour les pays chauds certainement. Donc il peut y avoir des M330 avec un viscocoupleur. Question 15. Combien y a-t-il de trous pour la fixation des jantes sur la M330? Il y a 5 trous. Et il n'y en a que 4 sur la E30 classique. Cela s'explique, c'est qu'elle a hérité des roulements de sa grande sœur, la série 5 E28. Question 16. Est-ce qu'il y a eu des M3E30 avec des feux arrière phase 2? Non, il n'y a jamais eu de M3E30 avec des feux arrière phase 2. Elle a été un peu hybride, elle a hérité du volant MTEC 2 de la phase 2 et des phares avant de la phase 2, mais les feux arrière sont toujours restés identiques sur toutes les générations des M3E30. Question 17. Les ailes élargies sont-elles purement esthétiques? Non, c'était encore pour l'homologation en DTM ou Groupe A. Il leur fallait des ailes larges pour pouvoir mettre les grandes roues en compétition. Il fallait d'abord les homologuer sur la route pour pouvoir homologuer sur la piste. Alors, quelques chiffres. Centimètre cube 2302, on en avait déjà parlé. La puissance en kilowatts pour les versions non catalysées, 147 kW, 143 kW pour les versions catalysées. La puissance 200 chevaux pour les M3 non catalysées et 195 chevaux pour les versions catalysées. Le régime est de 6750 tours par minute pour les deux versions. Le couple maximal, 240 Nm pour la 200 chevaux, donc non catalysée, et 230 Nm pour la version catalysée en 195 chevaux. Oui, et le couple maxi arrive à toutes les deux 4750 tours par minute. Le taux de compression est de 10,5. La course et l'alésage, 84
et 93,4 pour l'alésage. La carburation, ça j'en avais parlé, donc électronique, digital, moteur qui note. Consommation, est-ce qu'il faut vraiment parler au niveau de la consommation? Bon, allez, si vous voulez. À 90 km/h, c'est annoncé 5,8 pour la non catalysée, 6,2 pour la catalysée. À 120 km/h, on annonce 7,5 pour la non catalysée et 7,8 pour la catalysée. Et en cycle urbain, on annonce 11,6 litres pour la non catalysée et 12,4 litres pour la catalysée. Alors, au niveau des dimensions, elle mesure 4,345 m de longueur, 1,68 m de largeur, presque 1,37 m, 1,36 m et demi de hauteur, 2,562 m d'empattement. Porte-à-faux arrière, ouais. La voie avant est de 1,412 m. La voie arrière est de 1433 mm, c'est plus facile à dire. Le diamètre de braquage de trottoir à trottoir est de 10,3 m. Le diamètre de braquage entre murs est de 11,1 m. Je ne sais pas si ça nous intéresse encore dans les oldtimers. Ça. Le poids à vide est de 1200 kg. Donc ça reste cohérent. Par contre, les nouvelles voitures, je ne suis pas très cohérent avec le poids qu'elles font, mais bon, voilà. Le poids total autorisé, 1600 kg. Ouais, je cherche, ouais. Oui, charge tractable. On ne peut pas tracter, c'est clair. Sur la galerie de toit, on peut mettre 75 kg. Voilà, donc ça vous donne un peu quelques chiffres sur la M330. Pour ceux que ça intéresse, voici quelques prix d'époque. La M3 en octobre 86 se vendait 1 450 000 francs et en janvier 90, elle se vendait 1 762 000 francs. La suspension réglable, donc sport, confort, normal je pense, se vendait à l'époque 87 514 francs en mars 89. Donc à mon avis, c'est vraiment une option rare parce qu'à l'époque, il fallait déjà avoir envie de débourser autant d'argent pour cette option. Les jantes en 16 pouces, c'était 39 501 francs en mars 89. L'air conditionné, c'était 84 721 francs en mars 89. Voilà, comme ça vous avez un peu des budgets d'époque sur la M330. Le mot de la fin sur la M330, enfin, je pense qu'il n'y a jamais de fin, parce que quand on la voit aujourd'hui, qui gagne encore des rallyes, bon, avec des préparations un peu plus récentes, mais qui est encore très impressionnante et qui est loin d'être nulle après plus de 35 ans, même 40 ans d'existence pour les premières. C'est une voiture géniale. Je vais dire maintenant, si maintenant vous cherchez du run où c'est vraiment du départ arrêté, alors là, non, ne partez pas sur une M330, vous allez être déçu. Départ au feu rouge, voilà, c'est à bas régime, il y a moins, c'est à partir de 4500 tours que vraiment elle commence vraiment à s'exprimer. Par contre, si vous adorez tout ce qui est petite route sinueuse, col de montagne et tout ça, le pied intégral au niveau châssis, si vous aimez une voiture châssis, alors là, partez sur la M330. Maintenant, je dirais, ne prenez pas d'a priori. Je pense que le mieux, c'est, si vous en voulez une, essayez-la. Je pense on peut toujours donner des avis, mais le meilleur moyen de le savoir, c'est votre ressenti à vous et pas le nôtre. Donc on a tous nos ressentis, donc là ce que je vous conseille, c'est vous freinez pas, vous en avez envie, essayez-la et vous verrez si vous êtes conquis ou pas. Au niveau entretien, ça reste une voiture encore assez simple à entretenir. Au niveau des prix, bon, il y a des pièces, ça reste cohérent, il y a des pièces qui sont très chères. Mais bon, en même temps, c'est pas des pièces qu'on remplace tous les jours. Donc voilà, je pense aussi privilégier une M330 avec un bon historique. Parce que certes, vous allez peut-être acheter une 15, 10, 15, 20 000 € moins cher. Mais si vous devez commencer à faire révision moteur, boîte, carrosserie et tout, vous allez arriver au-delà des 10, 15, 20 000 € de différence par rapport à une bonne avec un historique.
Donc voilà, partez vraiment sur quelque chose avec un historique. Ça devient compliqué d'en trouver une qui a un bon historique, mais en tout cas, essayez de partir sur la meilleure base possible parce que ça peut vite devenir un gouffre. À côté de ça, c'est une voiture très fiable. Elle ne vous fera vraiment pas d'ennui. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on retrouve quasiment toutes les pièces chez BMW, si pas toutes, mais je dirais quasiment toutes parce qu'effectivement on ne retrouve pas tout, mais la majeure partie vous allez vraiment retrouver chez BMW et ils refabriquent des pièces aussi parfois. Donc ça c'est assez cool dans la marque aussi honnêtement, donc ça, pour moi c'est aussi un poids. J'aime bien refaire des vieilles voitures, mais passer 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an à chercher après une pièce et puis finalement en trouver une qui est dans le même état que celle que j'ai et que je veux remplacer. Voilà, donc je trouve ça chouette qu'on puisse retrouver des pièces assez simplement également. Ouais, franchement, c'est vraiment une très chouette voiture, honnêtement. Agréable à conduire, confortable, qui donne des sensations, qui est fiable. Qui a un historique de malade au niveau compétition, que ce soit en piste, en rallye. Elle a gagné sur tous les fronts, c'est la seule voiture. Je pense qu'elle a gagné plus de 1500 victoires et elle en gagne encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment une voiture extraordinaire. Faut-il la modifier? Oui ou non? Ça dépend un peu de chacun. Certains vous diront oui. Certains vous diront non. Je dirais que ça dépend un peu de l'historique de la voiture, je pense aussi. Si vous êtes sur une voiture qui n'a pas un super historique et qui n'est pas, je vais dire, une série spéciale, limitée, des choses comme ça, bah, je dirais oui, pourquoi pas aller chercher le potentiel de la voiture. Parce que au bout d'un moment, c'est vrai qu'on sent que la voiture a un potentiel, mais elle ne sait pas le sortir. Donc c'est un peu frustrant. On a envie de faire sortir le potentiel vraiment en compétition de cette voiture, parce qu'on sent vraiment qu'elle a été assagie pour arriver sur la route. Donc je dirais oui. Maintenant, si vous avez vraiment un modèle avec un historique de malade ou une série spéciale qui est super propre et tout, je dirais non. Encore une fois, c'est à vous à décider et suivant votre ressenti. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à noter dans les commentaires. Si maintenant vous avez des infos qui n'ont pas été données, il y en a peut-être que je suis passé à côté. J'ai essayé de prendre des notes pour essayer d'en dire le maximum, mais je suis sûr que je suis passé à côté de certaines choses. Eh bien justement, voici une info que j'ai oubliée. Toutes les BMW M3 E30 sont en conduite à gauche. Elles sont toutes sorties d'usine en conduite à gauche. Mais a priori, durant les années de production, un préparateur a modifié certains exemplaires en conduite à droite. Donc n'hésitez pas à noter des choses ou si vous en avez possédé une, essayez une un jour, de noter votre ressenti. Ça permettra à des personnes qui souhaitent en acheter une de peut-être faire le point, de se dire bah oui ok, je vais en essayer une, je tente le pas ou pas, c'est pas pour moi parce que bah, je suis plus ligne droite que routineuse. Ah, je dirais pour ça, ces personnes qui sont plus ligne droite, qui sont plus dans des runs, départ arrêté, bah, je dirais alors partez plutôt sur une coupée classique. Et aujourd'hui, bah, il y a des chouettes préparateurs qui vendent des ailes avant, des ailes arrière, pare-choc avant, pare-choc arrière, même la baie arrière. Donc transformez une série 330 classique et mettez, je sais pas moi, un moteur de 46 ou 36 dedans et amusez-vous comme ça. Comme ça, si vous aimez le look de la M330, vous aurez le look de la M330 et vous aurez la pêche au niveau du départ arrêté. Ce que la M330 ne va pas vous donner avec son 2,3 litres S14, même son 2,5 litres S14 ne vous donnera jamais cette sensation-là. Tout est en haut régime. Donc c'est une philosophie, il faut choisir la philosophie qui vous convient par rapport à ça. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas à écrire. Et si tu veux un essai routier sympa de la M330, va voir le lien dans la description. Ah oui, n'oubliez pas de respecter la nature, car sans elle, nous ne pourrions pas profiter de cette belle voiture. Je vous remercie. Allez, salut!